Donc bonjour à tous et donc merci en tout cas à Nathalie et Alexandre donc pour l'invitation et l'organisation de ce premier Baso Academy ici à Liège et merci à tous d'être présents ce samedi matin. Alors donc le sujet qu'on va aborder maintenant est le suivi du traitement médicamenteux et de la chirurgie bariatrique. Alors, on va commencer par un peu plus de certitude, ou en tout cas par un sujet qui est un peu plus cadré pour aller vers un peu plus d'incertitude. Donc un peu comme dans la vie, hein, on commence par un peu plus de certitude et puis vers un peu plus d'incertitude après. Ça permet de se poser des questions. Donc, le suivi de la chirurgie bariatrique. Donc, je reprends brièvement donc les techniques de chirurgie bariatrique qui ont été évoquées par le docteur Pitot juste précédemment. Hein. Donc, en quelques mots, donc effectivement, l'anneau qui est peu pratiqué, la sleeve gastrectomie, donc réduction du volume de l'estomac avec donc un estomac tunnelisé. En sleeve, réduction du volume et donc réduction des hormones gastro-intestinales avec un risque de reflux qui est majeur et une reprise de poids qui est plus importante également. Alors le bypass gastrique, donc création d'un moignon gastrique et d'une anse en Y avec un risque plus élevé de malabsorption et un risque d'hypoglycémie, donc de dumping. Et enfin, donc la dernière technique, mais on a vu qu'il y en avait plus, mais c'est schématisé pour l'endocrinologue. Donc c'est la technique de la dérivation bilio-pancréatique où en fait on isole une grande partie là de l'intestin grêle avec un haut risque donc malabsorptif, mais une perte de poids qui est plus importante. Alors, le suivi de la chirurgie bariatrique, il s'articule en fait autour de 4 points. Donc il y en a plus, mais donc 4 points essentiels. C'est d'abord donc un suivi nutritionnel avec les recherches de carences en micro et donc une adaptation également des macronutriments. Ensuite, le suivi gastro-entérologique, donc complications de la chirurgie, hernie, donc infection, fistule, on vient de l'évoquer, et le dumping syndrome, qu'on peut mettre aussi évidemment en lien avec le suivi nutritionnel. Un suivi psychologique, parce que forcément, quand on perd beaucoup de poids, donc on a une image de soi qui est modifiée également. Et on peut aussi donc en arriver à retrouver ou à trouver d'autres addictions et aussi à subir une perte de motivation quand en tout cas on a une reprise de poids ou quand on perd moins de poids. Et donc il y a aussi évidemment le suivi au long cours de la perte de poids et du maintien du poids. Alors, au vu des 4 pôles qu'on vient d'évoquer, il semble logique que le suivi de la chirurgie bariatrique se fasse au sein d'une équipe pluridisciplinaire pendant au moins 2 ans. Donc, le patient, il va revoir le chirurgien, il va revoir le diététicien ou la diététicienne de manière régulière, l'endocrinologue à 3 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois, la psychologue pour l'aider également à maintenir la motivation, et pour les femmes, on peut aussi ajouter le gynécologue. Donc, c'est un point en plus. Alors, le premier point, donc, c'est le suivi nutritionnel à la recherche de carences en vitamines, micronutriments et le suivi des macronutriments. Donc, on comprend quand on voit ce schéma qui montre où les micronutriments et où les vitamines sont absorbés que plus la chirurgie de résection sera importante, donc comme par exemple avec un bypass ou une dérivation bilio-pancréatique, plus on a un risque donc de carence qu'on va devoir suivre de manière évidemment plus étroite. Et donc, voici la biologie qu'on demande à Erasme en post-opératoire, en post-chirurgie bariatrique, avec notamment donc le dosage des vitamines et le dosage donc des minéraux. Et on va passer en revue rapidement donc les différentes carences qu'on peut rencontrer. Donc au niveau vitaminique, la vitamine B1, la vitamine B9, B12 et la vitamine D. Et au niveau des micronutriments, le calcium, le fer, je n'ai pas évoqué le zinc. Alors, la vitamine B1, mais donc le docteur Pitot vient d'en parler. Donc effectivement, la vitamine B1, ça correspond à 10% des patients post-bypass et qui ont une dérivation bilio-pancréatique. Et donc en fait, il faut surtout s'en méfier quand on a des vomissements post-chirurgie. Elle est aussi favorisée donc par la prise de furosémide et par l'éthylisme. Et elle est plus fréquente chez les femmes, en particulier afro-américaines, et elle est responsable de l'encéphalopathie de Wernicke. Donc, cette encéphalopathie associée à une dysfonction oculomotrice et une ataxie. Donc, si on a un doute par rapport à un déficit en vitamine B1, qu'on est devant un tableau de vomissement incoercible, souvent, il vaut mieux substituer avant d'obtenir le dosage biologique parce que ça prend quand même du temps.
Alors en prévention, bah, c'est 12 mg de thiamine par jour, c'est ce qui correspond aux vitamines qu'on retrouve en suivi post-bariatrique. Et donc là, le traitement, donc vous l'avez en cas de carence donc avérée, 100 mg 3 fois par jour péros, ou bien par voie intraveineuse. Alors, si on part de la vitamine B12, donc la vitamine B12, on a des stocks importants de vitamine B12, donc c'est important d'effectuer un suivi au long cours de cette carence en B12. Donc, ça concerne 40% des bypass, 50% des dérivations biliopancréatiques, et c'est favorisé par la prise de médicaments, notamment la metformine, les inhibiteurs de la pompe à protons et les antiépileptiques, et ça peut donner donc des pancytopénies et des neuropathies. De nouveau, en prévention, on reçoit de la vitamine B12 dans les vitamines de suivi post-bariatrique et le traitement, donc c'est 1000 microgrammes par jour. La vitamine B9, donc elle est présente, donc cette carence, donc essentiellement également pour les bypass et les dérivations biliopancréatiques, mais elle est capitale évidemment pour les femmes en âge de procréer, puisque effectivement, une carence en vitamine B9 et en folate peut donner des anomalies de fonctionnement du tube neural. Donc certainement, donc substitution chez les femmes en âge de procréer, c'est présent dans les vitamines également bariatriques, mais donc de toute façon une supplémentation plus importante chez les femmes donc en âge de procréer. Le fer, donc de nouveau, les chirurgies à plus haut risque de résection, donc évidemment plus de carence en fer, anémie microcytaire, je ne vous apprends rien, et donc faire attention donc effectivement aux femmes qui ont toujours leur menstruation puisqu'elles sont à plus haut risque de carence en fer, et on va également les traiter et les supplémenter de manière plus importante que les hommes, donc pour en tout cas les femmes qui ont encore leur menstruation. Alors, la vitamine D et le calcium, donc dosage systématique du calcium, du phosphore, de la vitamine D, de la PTH, et on fait une calciurie donc de 24 heures une fois par an. Chez les femmes donc, qui sont à haut risque, donc les femmes ménopausées, on réalisera quand même une ostéodensitométrie 2 ans après la chirurgie, ou chez les autres patients qui sont à haut risque donc de déminéralisation osseuse également. Supplémentation, donc systématique donc de vitamine D et de calcium, que ce soit pour la sleeve ou que ce soit pour le bypass. Ça, c'est très clair. Et donc, on voit que la supplémentation, en tout cas pour la sleeve, c'est pendant toute la période d'amaigrissement et à réévaluer en fonction des dosages biologiques par la suite. Pour le bypass et pour les autres chirurgies à haut risque de malabsorption, donc c'est à vie. Et alors, bon, je ne veux pas évidemment faire de publicité, c'était pas le but, mais donc juste pour vous montrer que donc les vitamines post-bariatriques, elles ont donc en termes de vitamines et en termes de minéraux beaucoup plus que les apports donc journaliers recommandés, donc ce qui permet normalement de pallier aux différentes carences. Alors les macronutriments, mais donc ça semble logique qu'en cas de perte de poids, on va donc administrer donc des protéines en dose idéale aux patients, 60 grammes par jour. Donc les hydrates de carbone, 50 grammes par jour, c'est 50% des apports caloriques. Et les apports en graisse, 20 à 30% des apports caloriques. Alors, un mot, donc, je ne vais pas évoquer le suivi, donc, effectivement, chirurgical des complications gastro, mais le dumping. Donc, le dumping, c'est ce phénomène, on l'a évoqué juste avant, très, très embêtant, donc, en fait, qui survient soit avec des symptômes, donc, précoces, c'est-à-dire douleur abdominale, nausées, ou des symptômes tardifs, donc, cette impression de faiblesse, de vertige, d'étourdissement. Donc, quand on a des aliments très caloriques et un index glycémique élevé qui arrive au niveau directement de l'intestin grêle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, en tout cas, faire un contrôle glycémique. En continu, c'est encore mieux parce que comme ça, le patient peut voir quel est l'aliment qui déclenche ce dumping et cette hypoglycémie. On peut fractionner les repas, plutôt que de faire 3 gros repas, en faire 6 petits, et donc enrichis en protéines et en fibres, et favoriser les aliments à index glycémique bas, et ne pas boire donc dans les 30 minutes qui suivent le repas, pendant le repas également, avec des aliments solides. Alors, le suivi de la perte de poids. Mais donc, il y a une moyenne de perte de poids, donc
pardon, c'est mal indiqué, une étude suédoise montrait qu'il y avait une moyenne de perte de poids d'environ donc 20%, oui, 2 ans après l'intervention, et qui était maintenue à 5, 10, 15 ans après l'intervention, et qu'on a une perte de 50% du poids excédentaire 5 ans après l'intervention. Mais elle est maximale pendant donc après 1 ou 2 ans, et généralement donc il y a une reprise de poids qui se fait, mais elle doit rester limitée. On considère que l'échec est présent si on a une reprise de plus de 5% du poids post-opératoire minimal. Donc ça, c'était un suivi relativement, on va dire, cadré de la chirurgie bariatrique. Maintenant, les médicaments, mais donc c'est un peu comme tout ce qui est relativement nouveau, même si j'admets que c'est pas nouveau, mais enfin, il y a moins de certitudes et moins de guidelines par rapport au suivi donc du traitement médicamenteux de l'obésité. Alors, je vais parler du sémaglutide, un peu du liraglutide et un tout petit peu du tirzépatide, puisque donc en fait la molécule qui est disponible, en tout cas pour l'instant, donc c'est le sémaglutide. Alors, comment envisager le suivi donc médicamenteux donc de l'obésité? Mais donc, les effets secondaires et quelques recommandations pratiques par rapport au traitement. Ensuite, le suivi de la perte de poids avec la médication. Et surtout, le suivi de la perte de motivation qui survient fréquemment après l'administration des médicaments de l'obésité chez le patient. Et un suivi également de la modification corporelle, même si on n'en est qu'au début. Alors, les effets secondaires donc ont été évoqués par le professeur Thyssen tout à l'heure. Donc, je les reprends juste brièvement. Donc, effectivement, il y a les effets secondaires gastro-intestinaux, donc nausées, vomissements, donc hypoglycémie également. Alors, un risque de pancréatite. Donc, s'il y a une suspicion de pancréatite, s'il y a des hauts facteurs de risque pour une pancréatite, il vaut mieux en tout cas être prudent. La fonction rénale, donc, surveiller quand même la fonction rénale chez les patients à risque. Et donc, on a aussi parfois, donc, on a dit donc tout ce qui était phénomène de cholélithiase et des problèmes parfois d'absorption de certains médicaments avec un ralentissement de la vidange gastrique. Et donc, en tout cas, chez les patients diabétiques, il y a un risque forcément d'hypoglycémie qui est majoré. Donc, en tout cas, il s'agit de réduire les doses éventuellement de sulfamidé hypoglycémiant et d'insuline donc chez ces patients. Il y a un risque donc de rétinopathie qui peut être majoré, mais donc dû à une diminution très importante de la glycémie donc suite à l'administration des GLP-1. Le sémaglutide oral, il contient un excipient qui pourrait par exemple augmenter, si on prend la L-tyroxine en même temps, la dose de L-tyroxine au niveau sanguin. Et il y a certaines recommandations, comme le professeur Thyssen l'a dit tout à l'heure aussi, qui recommandent l'arrêt du sémaglutide, donc avant une intervention chirurgicale par ralentissement de la vidange gastrique et un risque qui pourrait être majoré de pneumonie d'inhalation. Donc, c'est le tirzépatide, mais donc qui n'est pas encore sur le marché chez nous, mais qui présente les mêmes effets secondaires que les 2 autres molécules. Alors, le suivi maintenant de la perte de poids. Donc, le champion, toute catégorie pour l'instant de la perte de poids, effectivement, c'est le tirzépatide. Donc, on a dit 50%, donc en fait, donc plus de 50% des patients qui ont perdu 20% de leur poids, contre 30% donc pour le sémaglutide. Et le sémaglutide est également plus efficace que le liraglutide. Et donc, l'ADA, donc l'Association américaine pour le diabète, nous dit que les médicaments donc pour l'obésité, si on n'a pas perdu après 3 mois 5% de son poids, il faut donc soit de changer, soit de se réorienter. Parce que donc en fait, ça n'est pas efficace. Et évidemment, il faut les arrêter s'il y a des problèmes de tolérance ou des problèmes d'effets secondaires. Et donc, on est aussi face, quand on administre donc les médicaments de l'obésité, à une perte de motivation. On l'a vu tout à l'heure dans les études, donc il y a souvent une reprise de poids donc à l'arrêt du traitement. Ça, c'est donc une étude, c'est l'étude STEP 4, qui montrait que quand on avait administré du sémaglutide et qu'on l'arrêtait dans le groupe en fait du bras d'arrêt, donc en fait les patients effectivement reprenaient du poids, mais on l'a dit suffisamment de fois aujourd'hui, l'obésité est une maladie chronique, donc en fait, c'est assez logique. Le problème, c'est que les patients, généralement, ils sont très favorables à la thérapeutique tant qu'ils continuent à perdre du poids.
Mais le jour où ils n'en perdent plus et qu'on est dans cette phase de stagnation du poids, qui quand même se marque, parce qu'on voit ici au niveau des différentes études qu'on perd 15% donc du poids à 68 semaines et qu'on en a perdu 15,2 à 104 semaines. Donc il y a une stagnation de la perte de poids. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile de dire à un patient, écoutez, voilà, vous avez perdu du poids, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt en fait à maintenir la perte de poids. Et donc, généralement, ce qu'on essaye de dire aux patients, enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres techniques, mais on peut en discuter après, mais c'est qu'effectivement, il y a un intérêt aussi, cardiovasculaire, rénal, indépendamment du diabète, à administrer ces molécules. Donc, c'était l'étude SELECT qui a été publiée dans New England, qui montre que même si les patients ne sont pas diabétiques, il y a un intérêt au niveau des événements cardiovasculaires et rénaux. Donc, peut-être que de les conscientiser au fait qu'effectivement, vous perdez plus de poids, mais en attendant, au niveau de votre santé cardiovasculaire et rénale, c'est mieux, peut-être c'est un des éléments de réponse. Et en fait, un dernier point, on est au début en fait de cette modification de composition corporelle par les GLP-1, c'est qu'on voit que en pourcentage donc de masse maigre perdue par rapport à la perte de poids, on est identique en termes de chirurgie bariatrique, en termes de GLP-1 et en termes de régime. Donc ça pose quand même des questions. Quand on regarde cette étude qui a été réalisée donc avec le tirzépatide et le liraglutide sur la masse musculaire, on voit que le volume musculaire, donc le Z-score qui correspond un peu à ce qu'on voit en ostéodensitométrie, est quand même plus basse, donc ça veut dire que le volume musculaire est plus bas par rapport à une population cible. Mais par contre, quand on regarde la dernière colonne, on voit que l'infiltration du muscle, donc en fait par de la graisse, est également moins importante aussi. Ça veut dire que probablement qu'on perd du volume musculaire avec les GLP-1, mais on a aussi une diminution de l'infiltration du muscle par la graisse, ce qui induirait pas forcément une diminution de fonction musculaire. Donc en fait, il y a encore d'autres études qui doivent être publiées à ce sujet, mais peut-être qu'on est même bon en termes de fonction musculaire. Mais en tout cas, il faut rester prudent par rapport à ça et dire qu'effectivement, à côté de l'administration des GLP-1, il faut maintenir un bon apport protéiné, il faut maintenir une activité physique dans la mesure du possible et être attentif en tout cas à la prescription de GLP-1 chez les patients qui présentent une obésité sarcopénique, donc comme les patients à risque cardiovasculaire, rénal et les patients âgés. Donc, le message du suivi de chirurgie bariatrique et des médications, c'est en fait les miracles n'existent pas, donc ça, on est tous d'accord, je pense, mais donc que quoi qu'il en soit, que ce soit pour la chirurgie bariatrique ou les médicaments, il faut un suivi régulier et pluridisciplinaire, aussi bien au niveau diététique que psychologique, et donc diététique notamment pour les carences, donc en fait également par tout ce qui est kinésithérapie pour donc l'exercice physique, puisqu'on le voit avec les GLP-1 aussi, c'est important par rapport à la perte de masse maigre. Et donc, il faut surveiller les complications et les effets secondaires de manière régulière. Il faut surveiller la perte de poids, voir si on est efficace ou pas, et éventuellement donc shifter d'une à l'autre technique en fonction de la perte de poids observée. Et surtout, maintenir la motivation des patients dans donc continuer la perte de poids et continuer effectivement le maintien de la perte de poids. Je vous remercie pour votre attention.